Et si je vous disais que celui qui définit les règles du jeu politique peut prédire et même parfois contrôler le vainqueur d'une élection? C'est ça l'ingénierie électorale. Comme l'ingénierie civile façonne les ponts et les routes, ou comme l'ingénierie agricole planifie l'irrigation et les productions agricoles, l'ingénierie électorale est l'art de concevoir, d'ajuster et d'optimiser un système. Sauf qu'ici, le système à concevoir n'est pas des machines, ni même des champs. C'est de la démocratie elle-même qu'il s'agit. Selon la politologue Pippa Norris, dans Electoral Engineering, Voting Rules and Political Behavior, publié en 2004, l'ingénierie électorale consiste à concevoir ou modifier des règles électorales et les institutions afin d'influencer le comportement politique et les résultats d'une élection. Autrement dit, tout comme un ingénieur de bâtiment décide des matériaux qu'il va utiliser, ainsi que des plans pour influencer la solidité d'un pont, eh bien, un ingénieur électoral choisit les lois, les procédures et même les petits détails techniques pour façonner le paysage politique. Parfois pour assurer un équilibre et parfois pour donner un petit ou un très grand avantage à certains leaders. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses du pouvoir, dans l'atelier secret où la démocratie se fabrique ou se déforme. Nous allons parcourir ensemble 4 outils majeurs de cette ingénierie électorale. Premièrement, le système électoral, suivi du découpage électoral, puis les seuils électoraux et nous terminerons par la nomination des candidats. Le système électoral, premièrement, avant même de voter, la règle la plus déterminante est le type de système électoral qui est appliqué dans le pays. Il n'en existe 3 grands modèles. Commençons par le modèle majoritaire. Ici, celui qui a le plus de votes l'emporte. Mais attention, il en existe 2 sous-versions. La première sous-version, c'est un seul tour. Le match se joue en une seule manche. Celui qui est en tête gagne, même sans avoir obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire 50%. Au Royaume-Uni, au Nigeria ou encore au Malawi, au Cameroun, un président peut être élu avec seulement 35% ou même 40% des voix, simplement parce que ses adversaires étaient divisés. Résultat, les grands partis sont renforcés, mais beaucoup d'électeurs n'ont pas la représentation réelle. Cela fabrique souvent des majorités confortables, mais artificielles. La deuxième version, c'est le 2 tours. Si personne n'obtient plus de 50% au premier tour, on refait un match entre les 2 premiers ou les 3 premiers en fonction du ballotage. C'est le cas en France ou au Mali. Ici, l'idée est de garantir que le vainqueur ait une légitimité d'une majorité absolue. Mais cela peut pousser certains partis à nouer des alliances stratégiques entre les 2 tours. Ensuite, le deuxième système est la proportionnelle. Ici, chaque parti obtient des sièges selon le pourcentage des voix récoltées. Par exemple, en Afrique du Sud, avec 25% des voix, un parti obtient environ 25% des sièges au Parlement. Là, c'est plus représentatif. Mais attention, un Parlement trop fragmenté peut rendre la formation des gouvernements stables très compliquée. Enfin, le système mixte. Un peu de majoritaire, un peu de proportionnel, c'est le cas en Allemagne ou bien au Lesotho. Sur le papier, il équilibre les représentativités, mais aussi la stabilité. Mais dans les faits, des petits réglages techniques peuvent discrètement favoriser un certain cas. Voilà pourquoi le système électoral est le véritable cœur du jeu politique. Ce n'est qu'une règle, c'est la manière dont on dessine le terrain avant même que le match ne commence. Deuxièmement, parlons du découpage électoral. Bienvenue ici dans l'art discret, mais très redoutable de ce que les Américains appellent le gerrymandering.
gerrymandering. Cette technique d'ingénierie électorale consiste à redécouper les cartes électorales pour avantager un camp, parfois subtilement, parfois de manière très flagrante, mais presque toujours aussi décisive. Le principe ici est simple et terriblement efficace, avec deux sous-variantes. Premièrement, le packing, où on concentre les électeurs de l'opposition dans le moins de circonscriptions possible. Ainsi, pour limiter les dégâts, on concède certaines défaites fracassantes pour mieux remporter partout ailleurs. La deuxième variante, c'est le cracking, où on disperse les électeurs sur plusieurs circonscriptions, ainsi pour diluer leurs forces et on empêche d'être majoritaire nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est de la géométrie politique. Aux États-Unis, par exemple, certaines cartes électorales ressemblent à des serpents, des éclairs ou même des monstres imaginaires. En 2010, en Caroline du Nord, un district a même été surnommé la salamandre, tant sa forme improbable visait à couper un bloc démographique en deux. Résultat, le vote afro-américain en avait été divisé et un parti en est sorti gagnant. En Afrique, l'histoire est similaire. Au Kenya, les accusations de gerrymandering reviennent à chaque élection. Certaines circonscriptions sont dessinées pour favoriser des ethnies ou des coalitions régionales dominantes. En 2012, les observateurs internationaux ont relevé que certaines zones urbaines peu peuplées étaient surreprésentées par rapport à des zones urbaines bondées. Un avantage énorme dans un pays où le vote reste largement aligné sur les identités ethniques. En conséquence, un parti minoritaire en voix peut obtenir la majorité des sièges. Des minorités ethniques, linguistiques ou même religieuses peuvent être complètement effacées du Parlement. Et le pouvoir reste figé pendant des années sans véritable alternance. Comme le rappellent les experts, le découpage démographique est l'un des leviers institutionnels les plus puissants pour façonner la représentation politique. Et c'est là que réside la dangerosité. Tout cela reste parfaitement légal. Mais derrière cette façade administrative, on redessine les contours même de la démocratie. Maintenant, parlons des seuils électoraux. Si le découpage électoral agit comme un scalpel qui redessine la carte, le seuil électoral, lui, ressemble plus à une porte invisible, mais pourtant très bien verrouillée. Le principe ici est simple. C'est le pourcentage minimum de voix qu'un parti doit obtenir pour entrer au Parlement. En dessous de ce seuil, 0 siège. Peu importe que vous avez rassemblé des centaines, des milliers, voire des millions d'électeurs. Si vous n'atteignez pas le seuil, c'est comme si toutes ces voix n'avaient jamais existé. Prenons par exemple en Turquie, le seuil est fixé à 10%. Cela veut dire qu'un parti qui obtient 9,9% des voix n'a rien. Résultat, des millions d'électeurs restent sans représentation et les grands partis récupèrent automatiquement les sièges laissés vacants. Dans des pays africains francophones comme au Sénégal, le seuil se situe entre 3 et 5%. Officiellement, c'est pour éviter que le Parlement ne devienne une mosaïque ingérable. Pourtant, officieusement, c'est aussi un outil pour verrouiller le jeu politique. Et concrètement, ça change quoi? En théorie, cela réduit les fragmentations et pousse les petits partis à s'unir. Mais dans la pratique, cela exclut des millions d'électeurs du débat parlementaire. Et l'effet mécanique est implacable. Les sièges ainsi abandonnés par les petits partis profitent grandement aux grandes formations politiques, renforçant ainsi leur domination. Regardons en Afrique. Au Bénin en 2019, la combinaison des seuils électoraux ainsi que les règles d'éligibilité strictes ont conduit à l'exclusion de plusieurs partis politiques. Résultat, un parlement presque monochrome, sans véritable pluralisme. En Namibie, même avec un seuil plus bas, des minorités ethniques et régionales restent absentes de l'hémicycle, faute d'atteindre la barre nationale. Le seuil électoral est un filtre silencieux. Ici, on ne modifie pas le vote, on décide juste qui doit être compté. Et ce qui rend redoutable cette technique, c'est qu'il est parfaitement légal.
tout en redessinant discrètement les cartes du pouvoir. Dans des mains stratèges, c'est une arme politique capable d'éliminer des concurrents sans jamais briser les règles du jeu. Terminons maintenant par la nomination des candidats. Si les seuils électoraux agissent comme une barrière invisible, la nomination des candidats, c'est le sas de sécurité. Et ce sas en a des gardiens qui sont les dirigeants des partis politiques. Avant même qu'un vote ne soit organisé, il faut franchir la première étape cruciale, c'est-à-dire avoir le droit de figurer sur le bulletin de vote. Et là, l'ingénierie électorale devient une arme subtile, mais redoutable, car en contrôlant qui peut présenter, on contrôle la grande partie qui peut gagner l'élection. 3 grands modèles existent. D'abord, les primaires ouvertes. Tout le monde peut participer, même les non-membres du parti. C'est plus inclusif et plus représentatif, mais aussi plus imprévisible. Les électeurs extérieurs peuvent influencer le résultat, voire saboter un parti rival. Aux États-Unis, certaines primaires républicaines ou démocrates sont ouvertes, ce qui réserve parfois des sacrées surprises. Ensuite, les primaires fermées. Seuls les membres inscrits du parti votent. Plus de contrôle des candidats fidèles à la ligne officielle du parti, mais aussi moins d'ouverture. Un risque de recyclage permanent des mêmes élites du parti. Dans certains pays africains, ces primaires se résument à des dizaines de délégués qui décident pour des millions d'électeurs dans ce qu'on appelle des congrès de partis. Enfin, il existe le système de liste bloquée où les électeurs votent un parti ou non pas pour un individu. Les dirigeants fixent alors l'ordre des candidats et les sièges sont attribués suivant une liste. L'avantage, c'est qu'il permet une cohérence et une discipline de parti, mais pourtant l'inconvénient est qu'il est impossible à un électeur de récompenser ou de sanctionner une personne en particulier. Par exemple, en Afrique du Sud, ce système permet à l'ANC de décider presque seul qui siégera au Parlement, indépendamment de sa popularité locale. Pourquoi c'est stratégique? Parce que cette étape permet d'écarter des figures gênantes, de récompenser des fidèles et de discipliner toute tentative de dissidence interne au sein du parti. Dans certains pays comme au Cameroun, en RDC ou en Éthiopie, figurer sur la liste officielle du parti majoritaire équivaut presque déjà à être élu, surtout là où l'opposition est faible ou alors très muselée. En somme, avant que le peuple ne choisisse, le parti choisit pour lui. C'est souvent là même, bien avant l'élection, que se joue la vraie bataille du pouvoir. Pour conclure, l'ingénierie électorale ne viole pas toujours les lois. Souvent, elle s'exerce à travers le choix technique, présentés comme neutres, mais qui ne sont jamais vraiment. Comme le dit Pipa Norris, les règles électorales sont l'architecte silencieux du pouvoir politique. Et beaucoup de leaders africains l'ont bien compris. Dans des pays où les institutions restent fragiles, ils profitent de cette faiblesse pour réécrire les règles à leur avantage, redessiner les cartes électorales et façonner les scrutins à leur mesure. Résultat, à la fin de l'élection, le grand gagnant est souvent celui qui en a écrit les règles. Ce mécanisme alimente le mythe bien connu selon lequel en Afrique, on ne perd pas les élections quand on est celui qui les organise. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons dans des exemples concrets de pays par pays pour voir comment cette ingénierie électorale verrouille le pouvoir et rend les élections presque inévitables. Alors, souvenez-vous, quand on parle d'élections, les résultats ne commencent pas le jour du vote, mais bien avant. Parfois, elle est même déjà inscrite dans les règles du jeu. Souvenez-vous-en très bien, en politique, les règles ne sont jamais neutres, elles sont une arme invisible du pouvoir. Ici sur cette chaîne, on ne se contente pas de raconter. On explique avec des données, des recherches, des modèles pour comprendre le pourquoi et le comment derrière chaque événement. Abonnez-vous, activez la cloche, dites-nous en commentaire quel pays vous souhaitez voir passer au crible.